Chronique Siliane. Livre 3. Les 5 prophètes. Chapitre 5. Le message d'Orlim. Cadet Gaval Seneg? Oui, c'est moi. Votre supérieur m'a demandé de vous fournir le matériel dont vous aurez besoin. Suivez-moi. Quelques heures plus tôt, Gaval avait réussi à s'échapper de l'hôpital. Comme il l'avait escompté, le personnel était réduit au minimum pendant la nuit. Il se sentait un peu mieux, assez en tout cas pour marcher. Il avait donc pris ses affaires, s'était habillé à la hâte et était parvenu à s'éclipser de façon discrète de la chambre laissée sans surveillance pendant plusieurs minutes. Une fois dans le couloir, il ne lui suffisait plus qu'à se faire passer pour quelqu'un venu rendre visite à un malade. La plaie de son crâne était en partie dissimulée par ses cheveux. Il avait juste retiré le pansement, de toute façon, cela ne saignait plus. Il n'avait attiré l'attention de personne et s'était dirigé de manière tranquille vers la sortie. L'air du dehors, un peu frais, mais tout de même agréable, lui avait remis les idées en place. Il en avait profité pour prendre plusieurs secondes pour respirer à fond, puis avait appelé un taxi afin de rejoindre le poste APC le plus proche. De là, il avait demandé à contacter son supérieur. Ce dernier ne lui avait pas expliqué grand-chose, sûrement pour éviter de divulguer des renseignements essentiels sur une ligne non sécurisée, mais lui avait ordonné de se rendre au plus vite sur Befsal, la planète natale de la petite marchande du nom de Nadioska Flomanten. Il s'agissait de la jeune femme rousse que Gaval avait croisée sur Caxido. Elle était toujours recherchée de manière intense, et tout le personnel de l'APC possédait son signalement afin de l'arrêter. Le but de l'opération consistait de façon claire à l'appréhender pour lui faire avouer qu'elle avait posé les bombes dans les forteresses des gros conglomérats. C'était ridicule, mais visiblement aucun agent ne paraissait se questionner sur la stupidité de ses ordres. Pourtant, une simple réflexion de base aurait suffi pour réaliser que cette femme n'avait rien à voir dans toute cette histoire. Mais après tout, on attendait d'eux qu'ils obéissent, pas qu'ils s'interrogent à leur sujet. À présent, Gaval suivait un type dans les couloirs d'un des postes de Tido. Il semblait blasé par de longues années de service et se contentait de faire ce qu'on lui disait. Son chef lui avait demandé de fournir de l'équipement à ce cadet qui avait débarqué d'on ne savait où, et c'est ce qu'il faisait. L'agent l'amena dans la réserve, une pièce exiguë sans fenêtre remplie d'armoires de toute taille, et sortit de différents casiers un uniforme, un intercom de base et un blaster. Gaval eut une petite pensée émue pour son Orcom en saisissant le communicateur. Décidément, cet objet lui était devenu un peu trop indispensable. Voilà, Philom. Une navette vous attend sur le pas d'envol pour vous rendre sur Befsal. Merci, répliqua le cadet en récupérant toutes les affaires. Combien de temps pour aller sur cette planète? L'autre haussa les épaules et sur son visage, on pouvait presque deviner ses réflexions. Pour qui est-ce qu'il me prend celui-ci? Pour un guide touristique? Mais au lieu de cela, il se contenta de dire. Vous verrez ça avec le pilote. Bien, où se trouve le pas d'envol? Je vous y emmène. Le type l'accompagna jusqu'à une porte donnant sur une cour extérieure au centre du bâtiment de l'APC. Elle était assez grande pour contenir 5 navettes. L'agent désigna l'un des engins devant lequel une femme attendait avec patience. Gaval le remercia, puis se dirigea vers son transport. « C'est vous que je dois emmener vers Befsal ?» demanda la pilote en le voyant arriver vers elle. « Oui. »« Parfait, entrez. » Le cadet passa devant et s'assit, ou plutôt se laissa tomber, sur un des sièges. Il avait réussi à se maintenir debout pendant une bonne demi-heure et sentait qu'il avait atteint son maximum. Sa tête recommençait à tourner et ses jambes à flageoler. Alors que la femme pénétrait à sa suite et se dirigeait vers le cockpit, il en profita pour lui poser la question qui le tracassait. « Combien de temps pour nous rendre sur Befsal? »« 5 heures, affirma-t-elle. »« Pouvons-nous aller plus vite ?» Elle lui jeta un regard évaluateur, une moue prononcée sur le visage et hésita avant de concéder. « Je peux pousser les moteurs et descendre jusqu'à 4 heures, mais pas moins. »« Merci. » répondit-il. Elle disparut dans le cockpit, mais il l'entendit ronchonner contre ces agents enquêteurs qui se croient supérieurs aux autres. Gaval ne put s'empêcher de sourire. Oui, il devait avouer qu'il commençait déjà à faire valoir ses prérogatives même en étant toujours cadet. Il n'agissait pas ainsi par plaisir,
mais uniquement parce qu'il souhaitait ne pas arriver en retard. Il supposait que la vie de la petite marchande était en jeu. Elle ne devait pas tomber dans les mains de ses collègues de l'APC. Il profita du trajet pour se changer, enlever ses vêtements civils et mettre l'uniforme qu'on lui avait prêté, avant de se caler le plus confortablement possible sur un siège pour effectuer un mini-somme. Il se sentait toujours vaseux, avec un mal de tête lancinant. De même, la cicatrice qu'il possédait à l'arrière du crâne picotait et tirait, toutefois il préférait éviter de la toucher. Les roulis de l'atterrissage le réveillèrent brusquement 4 heures plus tard. Depuis le cockpit, la pilote lui signala qu'ils étaient arrivés à destination. Il se leva et un léger étourdissement le fit vaciller. Il attendit une seconde, afin de récupérer son équilibre, puis il se dirigea vers le sas de sortie. Avant de quitter la navette, il donna quelques instructions à la jeune femme. « Ne partez pas d'ici, je dois trouver quelqu'un et la ramener. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je compte sur vous pour patienter. » « Très bien, » répondit la pilote sans conviction. « Je suis à votre service de toute façon. » Il nota qu'elle avait bien appuyé la dernière phrase en signe de protestation. Le cadet ne dit rien, mais sortit de la navette. Il se situait sur l'un des astroports de Befsal, le plus proche de la maison de famille de la petite marchande. Il alluma son intercom afin de contacter son supérieur. « Capitaine, commença-t-il, je me trouve actuellement. Seneg, coupe Aérol. Elle a été repérée. Elle se dirige en ce moment même vers l'astroport. Elle n'est pas seule. Je suis dans cet astroport. Alors, localisez rapidement son cargo. Vous devez l'intercepter avant que d'autres agents ne le fassent. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. » « Oui, monsieur. » Il mit un brusque terme à la conversation et utilisa l'intercom pour interroger la base de données de l'astroport. Il avait le nom du transport, le Vinestan. Avec ça, il pourrait repérer son emplacement. On le lui indiqua rapidement, et il suivit les instructions afin de se diriger correctement dans les différentes allées. Moins d'une minute plus tard, il vit au loin 3 silhouettes qui s'approchaient d'un vaisseau d'un pas énergique. Il reconnut aussitôt la petite marchande aux cheveux roux, ainsi que le gamin qu'elle avait récupéré du hall des transactions, mais il n'était pas seul. Un homme, muni d'une grande cape noire dont la capuche lui couvrait la tête, les menait, les obligeant à marcher plus vite que ce qu'ils auraient souhaité. Elle ne semblait pas particulièrement satisfaite de la situation, et jetait de temps à autre des coups d'œil inquiets autour d'elle. Quant au gamin, il avait de la peine à suivre le rythme imposé par l'individu. Gaval sentit un frisson parcourir son échine. Ils ont été pris par un type de l'ordre nouveau, pensa-t-il immédiatement en se précipitant vers eux. Je dois aider cette femme. Le groupe était arrivé devant le cargo. Alors que l'homme attendait que Nadioska ouvre le sas, il tourna la tête pour regarder autour de lui. Le cadet le reconnut aussitôt. Quoi? Mais il s'agit de Jade. Déstabilisé, il stoppa sa progression de façon brusque, ce qui donna le temps aux 3 personnes de disparaître à l'intérieur du transport. Plusieurs dizaines de mètres plus loin, plusieurs agents de l'APC qui avaient eux aussi repéré les individus s'approchaient. Il hésita. Que faire? Il devait protéger la femme et le gamin, mais ce Jade était-il un ami ou un ennemi? Il n'en était pas encore bien certain. Lorsque quelques secondes plus tard, les moteurs du Vinestan se mirent en route, il comprit qu'il devait retourner à sa navette le plus rapidement possible. Il courut aussi prestement que ses forces le lui permettaient, et y arriva au moment où le Vinestan disparaissait dans le ciel. Il entra dans le transport de l'APC et s'effondra à moitié sur l'un des sièges. Il entendait son sang battre contre ses tempes et son mal de tête avait atteint un paroxysme inquiétant. Décollez, vite, un cargo vient de partir, rattrapez-le, dit-il dans un souffle, tout en grimaçant et fermant les yeux. À vos ordres, répondit la voix blasée de la pilote. Elle prit son envol dans la foulée, repéra la lointaine silhouette du vaisseau et se dirigea vers lui à pleine puissance. Je l'ai en visuel, fit-elle sur un ton neutre. Gaval s'obligea à se lever malgré la douleur, et s'assit à côté d'elle dans le cockpit. Dehors, le ciel devenait sombre et on commençait à voir les étoiles briller sur la toile noire de l'espace. Le cargo n'était toujours qu'un petit point, mais ils allaient plus vite et s'approchaient.
Une de nos navettes va l'intercepter, annonça-t-elle. Le cadet se pencha légèrement en avant et aperçut un transport de l'APC qui se positionnait de manière à stopper le fuyard. C'est alors que le Vinestan changea de direction en fonçant vers lui. « Quoi » s'exclama la pilote. « Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va lui rentrer dedans. » Mais au lieu de ça, le vaisseau de l'APC effectua une brusque embardée pour éviter la collision. Le Vinestan reprit sa trajectoire afin de s'éloigner et quelques secondes plus tard, il disparut totalement. « Il est entré en hyperespace », annonça-t-elle avant d'ajouter en connaisseuse. « Belle manœuvre en tout cas. Il faut avoir un sacré sang-froid pour faire ça. » Gaval soupira. Voilà qui n'arrangeait pas ses affaires. Il récupéra son intercom pour transmettre la mauvaise nouvelle à son supérieur. « Capitaine, dit-il, j'ai raté l'interception. Elle a réussi à partir et je n'ai aucune idée de sa destination. » Tant pis, répondit Hérol déçu. Vous allez revenir sur Dortar et me faire un rapport complet sur la situation. Oui, capitaine. Il éteignit l'intercom et se tourna vers sa collègue. J'ai compris, soupira-t-elle, je vous emmène sur Dortar. Merci, se contenta-t-il de dire avant de retourner à l'arrière et de s'allonger de tout son long sur les sièges passagers. Quelques heures plus tard, il était de retour sur la station. Il avait réussi à dormir un peu et se sentait mieux, quoique pas parfaitement rétabli. Malgré tout, il se dirigea vers le bureau de son supérieur. Le sas s'ouvrit, il entra et effectua le salut réglementaire. Hérol le regarda avec attention. « Vous paraissez très pâle, remarqua-t-il. Êtes-vous passé par l'infirmerie avant de venir ici ? » Non, capitaine, je voulais vous voir en priorité. J'ai pas mal de choses à dire que je ne pouvais pas vous communiquer par intercom. Bien, racontez-moi tout, mais ensuite, vous irez vous faire examiner. Gaval acquiesça, puis commença à expliquer tout ce qu'il avait observé et fait ces derniers jours. Il exprima ses soupçons concernant la raison pour laquelle les gros conglomérats s'étaient réunis sur Caxido, en parlant de l'ON, probablement l'ordre nouveau, le fait que les bombes n'avaient pu être placées que par des miliciens eux-mêmes. Puis il discuta de la petite marchande, du gamin qu'elle avait sauvé et termina par la cerise sur le gâteau, la présence du mystérieux Jade lors de la fuite sur Befsal. « Vous êtes persuadé qu'il s'agissait bien du même individu ? Demanda Hérol. « Parfaitement sûr, je l'ai tout de suite reconnu, sans aucun doute possible. Il a donc aidé la petite marchande à échapper à l'APC ? J'ai eu cette impression. Il ne semble, par conséquent, pas vraiment de notre côté. Cela dépend. De quel côté parlez-vous ? Nos agents avaient l'ordre d'arrêter 3 petits marchands, avec comme sous-entendu qu'ils se trouvaient responsables d'avoir posé des bombes. Or, vous et moi savons qu'il s'agit de mensonges. Pire, ce n'est pas possible. Ce Jade a donc aidé une innocente à s'échapper. Oui, soupira Hérol, on peut voir les choses de cette manière. Il remua un peu sur son siège avant de reprendre. Au sujet des cargos recherchés, d'autres événements se sont déroulés pendant que vous reveniez ici. 2 ont été retrouvés, en miettes. Quoi ? Ils ont été détruits alors qu'ils se situaient en orbite autour de 2 planètes à quelques heures de vol de Caxido. L'ordre nouveau supprime les potentiels gêneurs, supposa le cadet. Pire que cela, Seneg, l'APC est responsable. Gaval ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Son capitaine reprit. Ils ont été interceptés par plusieurs de nos unités et ont a priori refusé d'obtempérer. Les agents ont signalé qu'ils n'avaient pas eu d'autre choix que de tirer et d'éliminer ces cargos. Ils mentent, fit Gaval les dents serrées. Ils les ont exécutés sans état d'âme. Hérol acquiesça avant d'affirmer. Il s'agira également du sort de la petite marchande restante si nous ne parvenons pas à l'aider. Je surveille toutes les informations qui passent sur notre RIC interne à son sujet. Je vous appelle dès que j'ai des nouvelles. En attendant, vous allez rejoindre l'infirmerie. Je vous veux en pleine forme pour la suite. J'ai l'impression que l'avenir n'augure rien de bon. Nous allons devoir faire preuve de beaucoup d'astuces pour contrecarrer cet ordre nouveau. Oui, monsieur, répondit Gaval sur un ton sombre. Il tourna les talons et respecta les recommandations de son capitaine en allant se faire soigner.
De nouveau, il sentait que le sol et les murs recommençaient à tanguer. Ses lianes baignaient dans une étrange atmosphère de nuages rosâtres, tandis que des volutes de fumée bleu pâle bougeaient doucement, s'entremêlant, dessinant des formes imprécises, parfois se rejoignant pour former un amoncellement plus gros avant de se diviser de nouveau. Elle flottait au milieu de ce ciel particulier en se questionnant sur la raison de sa présence ici. Malgré tout, elle n'éprouvait aucune inquiétude et n'était pas pressée de quitter ces lieux. Elle se sentait bien, en paix avec elle-même et avec le monde entier, comme si rien de grave ne pouvait plus lui arriver, comme si tous les problèmes de sa réalité ne pouvaient plus l'atteindre, totalement au-delà des préoccupations matérielles. Tout cela ne la concernait plus, elle se demandait même pourquoi elle s'en souciait auparavant. La vie, la mort, que de simples passages sans aucune importance. Une seule chose comptait, éprouver une vraie sérénité, oublier sa propre existence, demeurer en harmonie avec le reste de l'univers. Alors qu'elle continuait à flotter ainsi, focalisée sur ses pensées et sentiments du moment, elle vit apparaître peu à peu une faible fumée blanchâtre non loin d'elle. Au début, il ne s'agissait que d'un unique fil légèrement argenté qui s'étendait en longueur. Puis il s'épaissit pour finir par ressembler à une silhouette qui possédait à peu près la forme d'un être humain. Les contours s'affinèrent, les traits du visage se révélèrent. Elle fut étonnée de constater qu'ils avaient un petit air de famille avec Jade. Par contre, l'individu semblait sérieux et quelque peu mélancolique. De plus, ses cheveux étaient courts. L'ombre s'approcha et passa du blanc argenté à des couleurs plus naturelles. Sa peau devint rose pâle, sa chevelure blonde et ses yeux bleus. Il portait des vêtements très simples, un manteau en laine gris perle avec en dessous, ce qui ressemblait à une bure de moine. Il s'arrêta non loin d'elle et commença à parler. Sa voix semblait aussi douce qu'un murmure et pourtant elle résonnait de façon incroyable dans cet environnement étrange fait de nuages et de volutes de fumée. J'attends ce moment depuis toujours. Elle le regarda sans rien dire et ne sut combien de temps s'écoula avant que l'homme ne reprenne la parole. Céliane, j'ai un message à te donner et tu dois le transmettre au Cillian. Alors, écoute attentivement. Qui êtes-vous, chuchota-t-elle. Il afficha un léger sourire. Je pensais que tu me reconnaîtrais. Elle réfléchit et soudain elle se souvint l'avoir déjà vu. Oui, bien sûr. Quelques mois plus tôt, il l'avait aidée à plusieurs reprises. Orlim. Oui, je suis celui qui jadis se nommait Orlim. Tout comme toi, on m'a choisi pour servir d'intermédiaire. Je vais te donner un message que tu dois retransmettre à ton tour. Il s'agit là de notre principal rôle, car nous pouvons tous les deux traverser en pensée une partie des plans d'existence qui nous séparent. Je ne peux effectuer que la moitié du chemin, et toi l'autre moitié. Nous restons limités. Nous vivons dans des domaines de réalité trop éloignés et inaccessibles pour la plupart des êtres. Seuls quelques-uns d'entre nous peuvent s'aventurer dans cet environnement afin de se rapprocher. Des plans d'existence? Oui, souffla Orlim. Mais, je ne comprends pas. Le monde naturel que tu vois de tes yeux, les planètes, les soleils ne constituent pas l'unique substance de cet univers. Il y a d'autres plans, et en temps normal, ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Par contre, ils sont reliés. Ce qui se déroule dans ton plan a des conséquences indirectes sur le mien, et vice-versa. Elle ouvrit légèrement la bouche, voulant dire quelque chose, mais finalement se rétracta, ayant trop peur de dire une bêtise. La vie est destinée à disparaître, poursuivit-il sur un ton plus triste. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais un jour, l'univers qui continue sans cesse de s'étendre évoluera en un endroit froid et mort. Plus aucune nouvelle étoile ne naîtra dans les nuages de gaz que vous appelez pouponnières, car trop peu denses pour créer les bonnes réactions chimiques. Les distances entre les systèmes deviendront telles que le firmament se transformera en une toile désespérément sombre. Seules les naines rouges pourront encore subsister, mais peu d'entre elles seront aptes à soutenir une vie intelligente. Et pour les quelques rares civilisations qui apparaîtront sur les planètes tournant autour de ces astres, lorsqu'ils lèveront leurs yeux vers le ciel nocturne, ils ne verront plus qu'un vide noir, dépourvu de tout. Ils penseront qu'ils sont les uniques êtres vivants dans l'univers, car incapables de contempler un autre objet brillant quelque part. Et quand ces naines rouges déclineront à leur tour, il n'y aura plus que des cadavres d'étoiles. La vie est destinée à disparaître.
Un fort sentiment de mélancolie envahit Céliane. Elle imagina cet univers devenu noir. Sous ses paupières, elle observait les astres mourir peu à peu, certains s'effondrant sous leur propre poids, certains partant dans une gigantesque et incroyable explosion en laissant leurs particules s'évaporer dans un vide glacial et oppressant. Plus aucune trace de lumière, de chaleur, de vie. Sa tristesse s'estompa lentement pour faire bientôt place à un effroi qui lui enserra la poitrine jusqu'à l'empêcher de respirer. Toutes les civilisations, qui avaient vu le jour dans sa galaxie et ailleurs, allaient retourner au néant à tout jamais. Tous les accomplissements, les savoirs, les œuvres d'art, les actes héroïques, les joies et les peines, tout cela allait disparaître, comme s'il n'avait jamais existé. Alors à quoi bon? À quoi bon vivre, s'attacher, faire des efforts, souffrir, se sacrifier? Tout semblait si vain, si inutile. Tout allait s'évanouir à jamais. Plus personne n'aurait l'occasion d'apprendre à connaître les civilisations qui les avaient précédées. Un jour, il n'y aura plus personne pour se souvenir. Il n'y aurait plus que le vide et la mort. Non, murmura Orlim comme s'il percevait les pensées de la jeune femme. Il travaille sur un moyen d'éviter cela. Il? Qui ça il? Interrogea-t-elle incertaine. De nouveau, il émit un faible sourire. Ce auquel j'appartiens maintenant. Il souhaite créer un nouvel univers. Elle ouvrit les yeux en grand, se demandant si elle avait bien compris les paroles qu'elle venait d'entendre. Un nouvel univers? S'exclama-t-elle au bout de quelques secondes. Créer un nouvel univers? Nous avons encore du temps pour trouver un moyen, mais les Silians doivent nous aider. Elle secoua la tête rejetant cette idée totalement folle. Impossible. Créer un nouvel univers? Répéta-t-elle abasourdie. Mais vous êtes dingue. Il s'agit d'une plaisanterie. Personne ne peut faire un truc pareil. Le nôtre a bien été créé à un moment donné, répliqua Orlim avec un léger sourire. Oui, mais... Est-il apparu du néant? Je ne sais pas. Je ne suis pas assez intelligente pour... Ton intelligence n'a rien à voir dans cette affaire. Cherche au fond de toi. Quelque part, tu possèdes un début de réponse, mais sans en avoir conscience. Il te suffit de faire le vide dans ton esprit. Libère-toi du fardeau de la réalité qui t'entoure, et laisse tes pensées s'envoler librement. Elle secoua la tête négativement, toujours aussi effarée par la demande aberrante d'Orlim. Tu ne fais pas assez confiance à tes propres capacités, continua-t-il. En chacun de nous, nous possédons les réponses à certaines questions. Elles demeurent là cachées au fond de chaque être vivant, comme une bibliothèque secrète. Elles restent disponibles à tout moment, nous avons juste besoin de trouver un moyen d'y accéder. On peut réaliser cela en abandonnant notre ego et en se fondant dans le tout. Elle hésita, cherchant à comprendre ces paroles sibyllines. Puis, ne voulant pas décevoir Orlim, elle se concentra. La naissance de l'univers n'avait jamais été sa principale préoccupation et elle ne se souvenait même pas y avoir déjà réfléchi. Associant cette création avec une forme supérieure d'intelligence, elle répondit. Eh bien, je dois avouer que je n'ai pas trop d'avis sur le sujet. Juste que je n'ai jamais vraiment cru en un Dieu qui aurait créé l'univers. Peut-être parce qu'il n'y a pas de Dieu, du moins pas tel que les humains l'entendent, ou bien que cette entité, si elle existe, ne se situe pas à notre portée. Les livres sacrés qui ont été écrits par de très nombreuses civilisations relatent tout un ou plusieurs dieux à l'image de ce que nous sommes. Comme s'ils pouvaient posséder des pouvoirs inimaginables et être capables de montrer de la colère, de l'envie, ou de s'amuser à nous utiliser comme de simples pions sur un échiquier géant. Et vous, que pensez-vous? Nous sentons quelque chose, répondit-il songeur, mais nous ne faisons qu'effleurer une vérité si énorme qu'elle ne se trouve pas à notre niveau de compréhension. Il existe quelque chose, nous le savons. Là, quelque part, peut-être même partout. Nous pouvons presque le toucher, mais cela reste hors de notre portée. Et c'est aussi pour cela que nous avons besoin des Silians. Ah bon? De toutes les races et civilisations de cet univers, les Silians demeurent une exception. Leur vision des choses, leur façon de penser, leur organisation, y compris leur Na'al, tout est singulier chez eux. Sais-tu par exemple qu'ils ont élaboré le Na'al dans un autre plan d'existence que le leur? Un autre plan? Encore un? Oui, ils en ont construit un entier pour y déposer leur histoire, leur vie, leurs idées.
Il possède le don de création, un don rare et précieux. Nous ne connaissons aucune autre civilisation ayant réussi cet exploit. C'est pourquoi nous avons besoin de leur aide pour façonner un nouvel univers qui remplacera celui-ci à sa mort. Céliane, qui allait de surprise en surprise, commençait à se dire que tout ceci ne pouvait venir que du fruit de son imagination. Cette annonce n'en était pas une. Elle devait inventer tout cela. Et pourtant, elle ne se connaissait pas capable d'autant de fantaisie. D'habitude, elle conservait ses pieds sur terre et ne partait jamais dans des délires mystiques improbables. Tu ne rêves pas, intervint Orlim. Tu dois transmettre ce message. C'est important, car avant de nous aider dans notre tâche, vous avez quelque chose à accomplir. Il ne s'agira que d'une simple formalité pour vous, mais vous devrez le faire. Vous n'avez pas le choix, c'est un passage obligé qui vous mènera par la suite à de plus impressionnants défis. Retournez dans votre galaxie et pacifiez-la. Fusionnez avec les humains de la Confédération et devenez la plus incroyable des civilisations ayant jamais existé. Lorsque vous aurez réalisé cela, vous devrez ensuite accomplir de plus grandes choses, plus belles, plus merveilleuses, mais plus compliquées aussi. Parfois cela vous semblera impossible, mais vous ne manquerez pas de courage. Nous avons confiance. Nous vous attendrons, mais ne tardez pas malgré tout. Notre temps à tous est compté. L'horloge de l'univers ne s'arrêtera pas de tourner pendant que vous prenez vos décisions. La silhouette d'Orlim commença alors à s'estomper peu à peu. Il perdit ses couleurs, puis rétrécit jusqu'à ne redevenir qu'un simple fil blanc avant de disparaître totalement. Les nuages roses et bleus se foncèrent comme si la nuit tombait sur cet endroit étrange, et bientôt le noir envahit tout. Céliane ouvrit les yeux. Elle avait chaud, se sentait poisseuse et sa respiration était saccadée. Elle se trouvait allongée sur son lit dans sa chambre du Vakniel. Un rêve? Non, ce n'en était pas un. Elle rejeta les draps d'un mouvement brusque et se leva rapidement. Elle devait raconter tout cela aux autres. Tout de suite. Jade avait réalisé un entraînement de 2 heures avec Iridris. Cela faisait un petit bout de temps qu'il n'avait pas fait d'exercice physique et son ami le lui avait longuement reproché avant de lui organiser une séance en version concentrée. À présent, il prenait une douche chaude bien méritée pour détendre ses muscles douloureux, tout en se disant qu'il allait devoir parler sérieusement avec Céliane. Il ne souhaitait plus retarder les éclaircissements avec elle, et entamer enfin une relation digne de ce nom. Il se sentait prêt pour cela et avait même hâte de passer à l'étape suivante. C'est exactement à ce moment-là qu'elle le contacta par l'intermédiaire du Nahal. « Jade. Faut qu'on se voie rapidement, commença-t-elle. « Bien sûr, répliqua-t-il, ravi qu'elle le propose elle-même. » Elle nota machinalement qu'il se trouvait sous la douche, en fut troublée et enchaîna aussitôt pour éviter de trop s'attarder sur cette idée. « Où on se retrouve? Que dirais-tu de la cantine proche de nos chambres d'ici 5 minutes? » D'accord, dit-elle avant de se déconnecter dans la foulée sans plus d'explication. Un peu surpris par ce rapide départ, il se sécha, s'habilla et se téléporta non loin de son lieu de rendez-vous. La grande salle se trouvait en grande partie déserte en ce début de journée. Une poignée de Silians déjeunaient tranquillement en discutant de choses et d'autres, mais la majorité des tables restaient vacantes. Il s'installa donc à l'une d'elles après avoir été chercher une boisson chaude et quelques fruits à manger. Il profita de ce moment de solitude pour réfléchir à ce qu'il allait pouvoir dire à Céliane et surtout comment il allait s'y prendre. Alors qu'il en était à son 15e essai de formulation, Ilan entra dans la cantine et repéra immédiatement son ami. Avec un grand sourire, il le salua et s'assit en face de lui. « Ça va ?» demanda Ilan. « T'as prévu quoi pour ta journée ?» Commença Jade un peu embarrassée. « J'attends Céliane. Elle doit me dire quelque chose. » « Parfait !» s'exclama Ilan en lui piquant un fruit et en croquant dedans à pleines dents. « Tu ne m'as pas bien compris, » insista Jade. « Nous sommes censés discuter en tête-à-tête. »« Ah bon? Et de quoi ?»« De trucs qui ne nous concernent que tous les deux et personne d'autre, » s'agaça Jade sur un ton plus sec. Ilan se pencha vers lui et murmura. « C'est un secret ?» Jade soupira. « Tu es franchement obtus des fois, » fit-il dépité. « Nous devons parler de... » Jade, Ilan, vous êtes là, parfait,
nous allons pouvoir manger tous ensemble. Iridris venait d'entrer à son tour en compagnie de Netona. L'homme avait, depuis plusieurs semaines déjà, abandonné sa traditionnelle armure et à présent, il empruntait des vêtements ciliants, beaucoup plus agréables et confortables à porter. Son attitude avait également changé avec le temps et il semblait s'accommoder peu à peu à cette nouvelle vie. Jade savait très bien que Netona les avait aidés, mais il n'arrivait pas à accepter que cet ancien ennemi les eût rejoints et qu'il fût fort probable, en plus, qu'il possède du sang ciliant dans les veines. C'est pas vrai, pensa-t-il en regardant les autres autour de lui. Eh bien, c'est raté. Ma super déclaration devra encore attendre. Quelle poisse! Il ne pouvait pas se pointer ne serait-ce qu'une heure plus tard? Bah non, ça n'aurait pas été drôle. Alors que ses amis partaient se chercher de la nourriture, il se mit à bouder dans son coin, pestant intérieurement pour le manque d'intimité de son lieu de rendez-vous. La prochaine fois, je lui demanderai de venir dans un endroit plus discret, histoire d'éviter de se coltiner la totalité de nos compatriotes. D'un autre côté, où est-ce qu'il y a des endroits discrets ici? On est tous entassés les uns sur les autres depuis qu'on a quitté Syl. Sa chambre peut-être, ou bien la mienne. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour se soustraire aux oreilles indésirables. Tout le monde s'installa à la même table que lui, et ils commencèrent à discuter de façon détendue, jusqu'à ce que Netona ne remarque l'attitude boudeuse de Jade. « Alors, mon garçon, s'exclama-t-il sur un ton joyeux. Vous me semblez contrarié. Bah ouais, répliqua le Cilian, comme à chaque fois que je constate que vous vous trouvez encore parmi nous. Ça me fout toujours un coup au moral. Jade, s'indigna Iridris, tandis que Netona éclatait de rire. Je pensais que nous avions dépassé tout ça. Netona, qui paraissait étonnamment bien apprécier Jade assis juste à côté de lui donna une tape amicale sur l'épaule. J'adore les fortes têtes, affirma-t-il, mais je comprends pourquoi votre peuple a parfois du mal à vous supporter. Qui vous a dit ça? Demanda Jade sur la défensive. Tout le monde, répliqua Netona en réalisant un grand geste qui englobait la totalité de la salle. On ne peut pas faire 2 pas dans ce vaisseau-cité sans tomber sur quelqu'un qui parle de vous, et c'est rarement en bien. Jade haussa les épaules et détourna son regard. C'était probablement vrai, mais l'entendre de la bouche de Netona ajoutait une humiliation supplémentaire. Décidément, les choses ne se déroulaient pas du tout comme il l'avait espéré. À présent, il souhaitait juste que Céliane arrive et qu'il réussisse à trouver une excuse quelconque pour s'éclipser avec elle au plus vite. Tout en continuant à manger, il tenta d'imaginer quelque chose qui lui permettrait de mettre ce plan à exécution. De son côté, Ilan avait aussi commencé à bouder dès que Netona s'était installé à leur table. Lui non plus n'avait jamais accepté la présence de cet étranger sur le Vakniel. Et dire qu'il possédait une des clés du pouvoir. C'en était rageant. Le silence était retombé et Iridris décida de le briser. Je constate à quel point l'atmosphère semble chaleureuse ici, nota-t-elle en regardant Jade et Ilan tour à tour. Le manque de réponse de ses 2 amis ne fit que confirmer son observation. Du coup, elle tenta un sujet d'actualité afin d'entamer une discussion digne de ce nom pour donner le change. Un Cilian avait demandé la veille un vote dans le Nahal. Il souhaitait retourner dans la Confédération et faire face à la menace de l'ordre nouveau. Il considérait qu'on ne pouvait pas laisser cette civilisation sombrer dans le totalitarisme. Les événements qui s'étaient déroulés dans leur galaxie d'origine avec la disparition de la République zilarienne l'avaient profondément marqué et il voulait éviter un sort similaire à la Confédération. Cette proposition de vote avait étonné tout le monde, et il y avait eu beaucoup de débats qui se poursuivaient encore d'ailleurs avec pas mal de frictions. Pourtant la totalité des Cilians savaient qu'ils avaient passé une sorte de pacte avec Netona. Ce dernier devait les aider à récupérer les clés du pouvoir, et en échange, les Cilians s'étaient engagés à le seconder pour éliminer la menace de l'ordre nouveau. Malgré tout, bien peu d'entre eux étaient partants pour cela. Avez-vous voté au sujet de notre retour vers la Confédération? Demanda Iridris. Alors, pour ou contre? Contre, répondirent ses 2 compatriotes en chœur. Bravo, s'exclama-t-elle sur un ton de reproche. Je vois que vous êtes partisan de ne pas réaliser votre part du contrat. Notre système démocratique permet de dire ce que l'on pense et de faire valoir ses intérêts, affirma Jade.
On a demandé mon avis, je l'ai donné. N'as-tu pas quelques amis au sein de la Confédération? L'interrogea-t-elle. Si, murmura-t-il. Je veux leur fournir un coup de main. Mais pas lui, ajouta-t-il d'une voix plus forte en pointant Netona du doigt. Nous n'allons pas aider que lui, mais la galaxie tout entière, expliqua Iridris. N'avez-vous pas encore compris cela? Il me semblait pourtant qu'il s'agissait de quelque chose d'assez évident, non? Vous vous comportez vraiment comme des gamins capricieux tous les deux. Il serait peut-être temps de grandir un peu, vous ne croyez pas? Prenez vos responsabilités d'adulte et cessez de considérer que tout tourne autour de votre nombril. Il y a des milliards de gens qui sont probablement en train de souffrir dans la Confédération et vous pensez, oh là là. Mais n'aidons pas Netona. Il s'agit d'un méchant vilain, surtout pas de pacte avec lui. Ah oui? Et toi qui sembles si maligne, tu peux me dire comment on va faire pour virer l'ordre nouveau? On va aller trouver Elibaume et lui botter les fesses en lui disant « Bouh, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Vilain garçon, tu es privé de goûter. Rentre chez toi et plus vite que ça. » De nouveau Netona se mit à rire, tandis qu'Iridris soupirait. « Nous allons chercher une solution, » affirma-t-elle. « Nous avons des ressources qu'il ne possède pas. De plus, il n'a aucune idée des capacités que nous maîtrisons. Il s'agit d'un grand avantage. Et ils ont des armes que nous n'avons pas, compléta-t-il. Une technologie que nous ignorons et la possibilité quasi certaine de nous éliminer tous. Peut-être, intervint Netona. Mais maintenant, vous m'avez moi. Je connais les rouages de l'ordre mieux que personne. Sans me vanter, je reste votre meilleur atout face à ce qui nous attend. Jade le regarda d'un air dédaigneux. Ben voyons, fit-il, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Il s'agit d'un fait, précisa Iridris. Il se trouvait au cœur même de cette organisation. Il sait comment elle fonctionne exactement, et... Pourquoi est-ce que tu prends toujours sa défense? Coupa Jade. Parce que tu as tort et qu'il a raison. Ose regarder la vérité en face pour une fois, espèce d'idiot. Jade se renfrogna encore. Ce n'était décidément pas sa journée, et il sentait qu'elle allait s'avérer longue et particulièrement pénible. L'arrivée de Céliane quelques minutes plus tard confirma ce sentiment. Elle débarqua dans la cantine, et semblait beaucoup plus agitée qu'à l'accoutumée. Son visage paraissait anxieux, un des boutons de sa robe ne se trouvait pas dans le bon trou. Et au vu de ses cheveux en bataille, a priori, elle n'avait pas pris le temps de se coiffer. Son allure inhabituelle étonna tout le monde, mais personne n'effectua de commentaires. Elle se planta devant la table où ses 4 amis étaient installés et s'écria. « Faut que je vous parle. »« Quelque chose ne va pas ?» demanda Jade maintenant inquiet. « J'ai encore fait un rêve, affirma-t-elle. Sauf que ce n'en était pas un. Enfin, je veux dire que c'en était un, mais non en fait. C'est compliqué, mais bref, en résumé Orlim m'a envoyé un nouveau message. Il m'a dit plein de trucs. J'ai pas tout compris, mais on doit retourner dans la Confédération. On a une autre mission à réaliser. On doit, je ne sais plus trop. Il s'agit d'une chose très bizarre. On doit créer un univers. Quoi? S'exclama Iridris éberlué. Puis, elle se reprit et demanda à Céliane de s'asseoir avec eux. Venez ici, calmez-vous et racontez-nous ce message dans son entièreté. Céliane obéit, ferma les yeux pendant quelques secondes pour mieux se remémorer chaque détail de son soi-disant rêve. Elle relata tout ce dont elle se souvenait, le plus précisément possible. Ses amis l'écoutèrent avec attention, sans l'arrêter. « Je crois qu'il faut que vous partagiez cela avec tout le monde dans le Nahal, » affirma Iridris quand elle eut terminé son récit. Céliane hésita. « Mais, on va me prendre pour une folle, » s'inquiéta-t-elle. « Oh tu sais, on s'y fait rapidement en fait, » répliqua Jade désabusée. « Par contre, je suis d'accord avec Iridris. Il s'agit du genre de truc que tu dois communiquer. Cela semble important. » « Oui, c'est important, » intervint Netona. « Celui que vous appelez Orlim vous donne des instructions. J'en ai reçu également. »« Quoi ?» s'exclama Jade en se tournant vers lui. « Je ne suis pas venu ici par hasard. De mon point de vue, j'étais persuadée que ma déesse me parlait. Mais peut-être qu'elle et Orlim ne sont qu'une seule et même personne.
nous leur avons fourni des identités différentes, en fonction de nos sensibilités. Et vous êtes tous les deux passés dans l'espèce de cuve bizarre de l'ordre, murmura Iridris. Il ne s'agit pas d'un hasard, je pense. Effectivement, vous avez probablement raison. Vous êtes sûr que vous recevez des instructions? Insista Jade. Je vous l'ai dit, je ne suis pas venu par hasard. Je sens, et parfois je vois des choses que vous ne remarquez même pas. C'est aussi clair pour moi que cette table et ces chaises. Et pourtant, pour vous, c'est comme s'il n'y avait rien du tout. Je pense qu'elle et moi avons maintenant une perception de la réalité altérée. Oui, voilà, altérée. Cela ne veut pas dire que cette perception est vraie. Il se peut qu'il ne s'agisse que d'hallucinations. Jade, intervint Iridris. Regarde les faits. Nous avons constaté que Netona et Céliane savaient des choses dont nous avions aucune idée. Et qu'ils avaient raison. On ne peut pas le nier. Comme je le disais, tu prends toujours sa défense. La jeune femme se contenta de soupirer avant de poursuivre. Je prends également la défense de Céliane. Penses-tu qu'elle délire ou qu'elle devienne folle? Non, s'insurgea Jade. Jamais de la vie. Il se tut et se renfrogna en se disant que cette journée n'était décidément pas la sienne. De son côté, Iridris continua. Toutes ces informations doivent être fournies à la communauté. Céliane, connectez-vous au Naal et partagez avec tout le monde l'ensemble du message que vous avez reçu. Nous réfléchissons mieux à plusieurs. Peut-être que certains d'entre nous auront des idées sur ce qu'il se passe. Bien, fit-elle avec regret. Je vais le faire.